RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question. Et j'accueille aujourd'hui Jean-Marie Lette, qui est ancien responsable des activités conseil chez CDER et qui reste connecté malgré son état de retraité à toute l'actualité agricole. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour à tous nos auditeurs. Eh bien, Jean-Marie, elle est de retour presque chaque année et elle vient de faire des ravages chez les grues cendrées qui faisaient étape au lac du Der. Et c'est au travers de cette information qu'on a su que la grippe aviaire était arrivée ou même revenue sur notre territoire. Et vous l'avez deviné, donc c'est cette grippe aviaire qui est une calamité. Or, bien sûr, on est triste pour les grues cendrées, ou qui ont été fortement touchées, mais ce qui nous préoccupe, c'est la menace que la maladie fait peser sur les élevages, donc sur l'activité agricole. Donc, est-ce que, Jean-Marie, on peut expliquer à nos auditeurs un peu plus sur cette grippe aviaire, qui d'ailleurs a un nom latin, que je vous laisse le soin de nous révéler. Ok, effectivement, la grippe aviaire, c'est un feuilleton, puisque chaque année, à l'automne, on reparle de la grippe aviaire, et ça maintenant depuis presque 5 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que la grippe aviaire ? C'est une maladie qui touche les oiseaux, qu'ils soient sauvages ou qu'ils soient d'élevage, et qui est très contagieuse. Et elle est due à un virus, et ce virus, effectivement, c'est influenza. Influenza de type A, qui peut être effectivement hautement pathogène et qui peut se propager très rapidement chez les oiseaux et qui cause en fait une mortalité élevée et rapide chez un grand nombre d'espèces d'oiseaux. Alors il y a des symptômes, quels sont ces symptômes ? Alors les symptômes, c'est les symptômes respiratoires, puisque c'est là que se situe le virus. C'est pour ça qu'on qualifie de grippe. Voilà, c'est pour ça effectivement qu'on l'appelle grippe. Donc c'est des éternuements, des toux, des yeux qui coulent, ou des symptômes aussi neurologiques, des pertes d'équilibre chez les oiseaux et chez les volailles. Alors question importante, est-ce que les humains peuvent l'attraper ? Alors c'est assez rare, mais ça peut effectivement, pour ceux qui sont au contact du virus, provoquer des symptômes qui ressemblent à un rhume ou à une grippe banale, on va dire. Alors c'est un virus et on imagine qu'il y a un mode de transmission. Et à quoi ressemble ce mode de transmission ? Alors ce mode de transmission, il peut être direct ou indirect. Et ce qui fait que, en fait, il est très difficile à cerner, c'est que les déplacements migratoires des oiseaux sauvages font que, on peut le retrouver partout. Alors, en fait, elle utilise quel vecteur pour se développer ? Alors, pour se développer, il y a deux transmissions possibles. La transmission directe par des contacts rapprochés entre les oiseaux, donc les oiseaux qui se fréquentent, se contaminent directement. Ou ça peut être également indirect, au travers de la nourriture, de l'eau, du matériel, des plumes. En fait, le virus, il peut pénétrer dans l'organisme des volailles à la fois par la voie respiratoire ou par la voie digestive. Alors c'est là qu'on voit que les grues, par exemple, quand elles se rassemblent le soir là autour du lac du Der, elles se mettent les unes contre les autres pour passer la nuit, et c'est là que ça se contamine. En tout cas, les conditions sont parfaites pour qu'il y ait une transmission importante. Alors, c'est un virus, et la plupart du temps, pour les virus, on a inventé des traitements. Alors là, est-ce qu'il y a des traitements ? Alors oui, depuis 2023, en fait, il existe un traitement, un vaccin, qui peut être utilisé dans le cadre de campagnes de vaccination,
Mais ce vaccin, il n'élimine pas en fait le virus, hein, c'est-à-dire que même les animaux vaccinés peuvent être contaminés et peuvent contaminer. Alors, on imagine un vaccin, mais ça c'est pour les élevages. On ne va pas vacciner les grues. Ah non. Non. Donc les oiseaux sauvages... pour les oiseaux sauvages, on n'a aucune solution possible. Et est-ce que le virus il peut éradiquer complètement une population d'oiseaux sauvages, ou est-ce qu'il y a des phénomènes d'auto-vaccination, de résistance particuliers Alors, effectivement, il y a un petit peu de ce qu'on appelle le phénomène de seuil. Ça existe, hein, mais pour ce virus-là, il est extrêmement limité. Tout simplement parce que l'immunité collective, elle marche pas très bien avec ce virus-là, parce que c'est un virus qui tue rapidement, et aussi parce que le virus il mute assez rapidement également. Donc, en fait, la protection, elle est quand même assez limitée. On retrouve un peu toute la logique autour de la Covid, en fait, qu'on a connue il y a quelques années. Tout à fait, oui. Et donc, on peut pas vacciner, mais donc ça touche essentiellement les êtres les plus faibles, je suppose, les oiseaux les plus faibles, ceux qui sont pas en très grande forme. Oui. Hein, tous ne meurent pas du virus. Hein. Certains sont malades et puis et d'autres se refont une santé. Et se refont une santé et puis d'autres malheureusement meurent. Donc nous, la question qui se pose, c'est pas celle des grues, même si on est très en sympathie avec les grues. La question, c'est les élevages. Alors les élevages, où en est-on aujourd'hui en termes de propagation de cette maladie ? Alors, en termes de propagation de la maladie, elle reste encore relativement limitée, hein, puisque aujourd'hui on est à 45 foyers recensés, essentiellement dans le nord. Ça, c'est au niveau national. Ça. Au niveau national. Hein. Essentiellement dans la moitié nord de la France, hein, alors que les années passées, c'était plutôt le sud. Et on est concerné chez nous, puisqu'on a effectivement eu un foyer dans la Marne et un foyer dans la Haute-Marne pour notre région. Ce qui d'ailleurs liés sans doute aux grues qui sont aussi dans le même secteur que les deux élevages concernés. Donc on pense que c'est les grues qui nous l'ont ramené, quoi. Alors peut-être, il n'y a pas de certitude, mais c'est effectivement possible. Et et puis oui, vous l'avez mentionné, hein, il y a quand même la LPO estime à 10 000 grues le nombre de grues qui sont décédées par le virus. Sur 2 ou 3 centaines de milliers qui passent sur le DER. Ce qui fait quand même une Donc belle... ça fait 3 à 5% de... Un peu plus. 300 000, 5%, 15 000. Oui. Donc les grues sont touchées, malheureusement, nos élevages sont touchés. Et alors il y a des mesures qui sont prises actuellement pour gérer les foyers, parce qu'une fois qu'un foyer est identifié, qu'est-ce qu'on fait ? Que fait l'éleveur ? Voilà, alors une fois que le foyer est identifié, bien effectivement, il y a des mesures de protection qui sont mises en place. Il y a d'abord, pour l'établissement, pour l'élevage concerné, il y a une mise à mort en fait des animaux. Hein, c'est-à-dire un abattage complet. Un abattage complet, c'est-à-dire que là, on a abattu, par exemple, 4000 poules et 11 600 dindes pour les deux élevages concernés dans la Marne et dans la Haute-Marne. Donc ça, c'est la première chose. Et sur ensuite, l'élevage, je suppose qu'il y a un vide sanitaire. Il y a un nettoyage, une désinfection, un vide sanitaire prolongé, hein, qui fait que l'éleveur... pendant un certain temps, il ne pourra pas remettre des animaux dans son élevage. Et puis, il y a un périmètre de sécurité il y a même 2 périmètres de sécurité autour de l'élevage qui se mettent en place, où la surveillance est accrue. Hein. Par exemple, en ce qui concerne l'élevage marnais, il y a 130 communes autour de l'élevage, hein, qui sont concernées par le périmètre de sécurité. Et là, qu'est-ce qui est imposé aux éleveurs dans ce périmètre ? Alors, dans ce périmètre, il y a l'obligation de mettre à l'abri les animaux, plus d'animaux en plein air. Donc, ils ne sortent plus. Ils ne sortent plus. Il y a l'interdiction des mouvements aussi, de volailles.
Il n'y a pas de volailles qui doivent circuler, même pas. Ce qui veut dire que s'il a une bande de poulet de chair et elle est terminée, on peut pas la vendre. On peut pas la vendre, il faut attendre la sortie du périmètre de sécurité. Et puis il y a des restrictions aussi sur la chasse au gibier d'eau et au gibier à plumes sur le secteur. Donc tout le monde à l'abri, tout le monde enfermé. Oui. En gros, ça veut dire ça. Et combien de temps ? Ça dépend de la levée en fait de l'alerte. De l'alerte. Donc c'est très variable en fonction aussi Par exemple, en ce moment, il semble que l'épidémie concernant les grues est pratiquement terminée. Et quand arrive le froid, est-ce que c'est un élément positif ou négatif ? C'est plutôt négatif. C'est pour ça que le virus arrive toujours à l'automne, au moment où les températures se refroidissent. Et quand l'humidité et la douceur est là, le virus aussi se multiplie. Tout à fait, oui. Donc en fait, les conditions météo jouent assez peu sur... On sait qu'en plein été, on a très peu de risques, mais c'est dès que le temps automnal arrive que le risque revient. Alors, on s'aperçoit quand même que sur le plan économique, ça a des impacts, puisqu'un élevage peut être totalement abattu avec une période de vide sanitaire, des frais de désinfection sans doute plus importants qu'habituellement, mais il y a aussi le fait qu'un certain nombre d'éleveurs qui ont respecté les mesures de confinement et de mise à l'abri des animaux soient en retard par rapport à la date de vente, donc sont amenés à les nourrir un peu plus longtemps. Donc il y a des préjudices économiques. Est-ce qu'on peut s'assurer ? Alors, des assurances, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des indemnisations qui sont prévues par l'État. Alors qui indemnise là ? Là, c'est l'État qui indemnise, qui a fixé une enveloppe budgétaire. Par exemple, l'an passé, elle était de 4 millions d'euros pour l'ensemble des indemnisations à faire, à la fois pour les élevages qui ont été concernés, qui ont dû abattre leurs animaux, et les animaux sont remboursés à hauteur de 90% environ, et puis également pour ceux qui sont concernés par le périmètre de sécurité, qui ont dû soit prolonger un vide sanitaire, soit conserver des animaux qui n'ont pas pu vendre au moment opportun. Donc cette enveloppe, elle est à partager entre tous ceux qui sont victimes du sinistre, cette calamité. Voilà. Il y a eu également, parce qu'il y a aussi les campagnes de vaccination qui coûtent, sur lesquelles il y a aussi une aide. Et la vaccination, elle se fait animal par animal ou c'est par non, c'est dans l'alimentation ? C'est par voie liquide ou... Donc au travers des abreuvoirs ou au travers des alimentateurs qui sont à la disposition des animaux. Est-ce que on a vu que les départements touchés sont assez répartis finalement sur le territoire national ? Il y en a un peu partout. Par exemple, les régions du sud-ouest qui ont connu une grave crise il y a quelques années avec le foie gras. Est-ce qu'il y a eu des conséquences autour des productions de canards et d'oies ? Alors cette année, ils ont tiré les leçons en fait du passé. Ils se sont protégés. Tous les canards, par exemple, du sud-ouest ont été enfermés rapidement pour éviter justement les risques de contamination. Et il y a eu des campagnes aussi de vaccination dans cette zone-là importantes qui font que aujourd'hui il y a assez peu de crainte sur le manque de foie gras pour les fêtes de Noël. Eh bien, nous voilà rassurés, Jean-Marie. Merci beaucoup. À très bientôt sur RCF. À bientôt.